Mercier, je crois. Voilà, très bien. Alors, donc de temps en temps, donc on a ce genre de formation sur différents sujets. Et là, ça va toucher le bien-être. Le thème, le thème de cette explication, de cette formation, c'est la nutrithérapie, le meilleur moyen de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Alors, bon, on va avoir l'explication par Claude, hein, que vous connaissez, Claude Agnetti, qui est Ruby dans l'entreprise, mais qui est en plus naturopathe. Et ses explications sont toujours très bien reçues, Claude. Tu es là, Claude? Je suis là. Merci. Bonsoir tout le monde. Voilà, alors, bon, je te disais, je me fais le porte-parole de pas mal de gens avec qui j'ai parlé et me disent, Waouh, Claude, il est bon. Voilà, alors je te le dis. Bon, là, ça y est, j'ai les chevilles qui ont enflé là, d'un Oui, seul non, coup. mais non, non, c'est pas pour ça, hein, Bon, allez, on va t'écouter. Et puis pour vous qui êtes spectateurs, enfin auditeurs, vous pouvez tirer beaucoup de bénéfices de ce genre de formation parce que beaucoup de gens, justement, ont besoin d'améliorer leur bien-être. Alors, Claude, c'est à toi. Ok. Merci, merci. Bonsoir, bonsoir et merci à tout le monde de votre participation. Merci à Queenie et à Ariel pour cette invitation. Donc, en fait, effectivement, comme il vient de le dire, je me présente un peu pour ceux qui éventuellement ne me connaissent pas. Je, Après une carrière dans l'aéronautique, j'ai fait 42 ans dans l'armée de l'air française. Suite à un grave accident, j'ai commencé à m'intéresser effectivement à la santé et j'ai commencé à fréquenter ce milieu médical et puis j'ai repris les études. J'ai refait 4 ans d'études en naturopathie avec 2 ans spécialisés en nutrithérapie. Et souvent, on me pose la question, alors, c'est quoi la naturopathie, la nutrithérapie par rapport à la médecine traditionnelle, etc. Ben, c'est très complémentaire. C'est très complémentaire. La naturopathie, on travaille beaucoup sur les causes, alors que l'allopathie, on va plutôt travailler sur les symptômes. On va travailler sur la charge émotionnelle, on va travailler sur la vitalité, l'énergie, etc. Donc voilà, c'est ce qui fait la grosse différence, si vous voulez, entre l'allopathie et la naturopathie. Et spécifiquement la nutrithérapie, parce qu'en fait, la nutrithérapie, on s'aperçoit, on va le voir à travers le diaporama que je vais vous présenter ce soir, que 80% de nos pathologies viennent souvent de notre alimentation. Et donc, on va voir ensemble quelles sont les grandes règles, bien sûr, en une petite demi-heure. Je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, bien sûr, mais on va quand même regarder les points peut-être les plus importants. Alors, je vais afficher le diaporama, et puis vous allez me dire si vous voyez bien le diaporama. J'espère que oui. Oui, on voit bien. OK, parfait. Bien. Alors, comme je l'ai mis, la nutrithérapie, meilleure façon de rester en bonne santé longtemps. Et puisqu'en fait, on s'inscrit dans la durée, hein, c'est ça l'idée, c'est de vieillir, je dirais, en bonne santé. Donc, on va voir effectivement quels sont les points qui me paraissent importants. Alors d'abord, un constat, c'est que c'est ce qui fait vraiment peur à l'être humain, c'est de mal vieillir. Hein, c'est souvent ça le problème, en fait, de perdre ses fonctions vitales, indispensables, comme les fonctions cognitives, les fonctions physiques, etc., de ne pas avoir d'handicap en vieillissant. Donc ça, c'est un point, bien sûr, important. Le chasseur-cueilleur, lui, il vivait en moyenne 18 ans. Donc ça veut dire que la plupart d'entre nous, on serait déjà tous morts, hein, à l'époque. D'accord. Donc aujourd'hui, la moyenne, c'est à peu près 77 ans. Et pour les femmes, 84 ans, sachant que le score mondial, c'est Jeanne Calment, que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont entendu parler, 122 ans. En 1950, on comptait à peu près 200 centenaires en France. Je ne sais pas en Suisse, je n'ai pas fait l'étude en Suisse. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée du nombre de centenaires qu'il y avait dans les années 50. En 2000, plus de 8000 centenaires en France. En 2024, 26 000. Et la projection qui est faite pour 2050, 140 000 centenaires en France. Donc on voit quand même que effectivement, il y a de plus en plus de centenaires. Alors après, est-ce que tous ces centenaires sont en parfaite santé? Ça, c'est autre chose. Donc, mais malgré tout, on va quand même voir qu'est-ce qui fait que les gens vivent longtemps et on va voir ensemble quels sont effectivement les points communs. Alors,
il y a une dernière découverte, ça c'est quand j'ai lu une des revues scientifiques de Lancet, c'est que effectivement les dernières découvertes dans le sud de Naples, il y a un tout petit village qui s'appelle Chiaroni, de quelques centaines d'habitants, hein, je crois qu'il y a 500 ou 600 habitants, et il y a une centaine de centenaires. Ça veut dire que dans il y a une personne sur cinq, une personne sur six qui est centenaire dans ce petit village. Alors, ça vaut la peine de se pencher dessus. Le village, c'est un village de montagne, en pente. Les villageois grimpent tous les jours ces pentes. Donc, autrement dit, ils font de l'exercice. La plupart, ils jardinent tous. Ils ont tous hein, une activité de jardinage. Donc voilà. Ils ont souvent des rencontres régulières. D'ailleurs, il y a le côté convivial, associatif. Hein, c'est-à-dire qu'ils se connaissent tous et ils se rencontrent assez souvent dans ce village. Hein, c'est la bonne humeur, d'accord. Et puis, ils ont une alimentation méditerranéenne à base d'olives, de citrons, de fruits, de légumes, donc très riche en polyphénol. Donc, ça explique ici en grande partie leur longévité, d'accord. Donc, ça, c'est un point important. Alors la France, je pense que la Suisse, c'est sûrement un peu dans le même cas. Mettez-vous à la sortie des grandes surfaces et regardons ce qu'il y a dans les caddies. Alors d'abord, premier constat, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une alimentation riche en gras saturés. Donc ça, c'est la première chose. Hein. On voit bien ce qu'il y a dans les caddies, ça fait peur parfois. Beaucoup de sucre, beaucoup de sucre. Également les boissons, beaucoup de boissons sucrées, ce qui explique en grande partie les problèmes, en particulier de plus en plus jeunes, hein, de diabète, etc., ou d'obésité. Les plats industriels, des plats trans avec beaucoup d'additifs, etc. Donc tout ça, effectivement, on sait que c'est pas forcément bon pour la santé. Une alimentation qui est pas forcément bio, et on sait que quand c'est pas bio, surtout les fruits et légumes, c'est souvent riche en pesticides, voire parfois en métaux lourds. Mais aussi ce que je vois en consultation, je vois beaucoup de gens qui, en fait, ont un manque d'exercice. C'est-à-dire que les gens, il y a beaucoup de sédentarité parmi les gens. Bon, peut-être dû aussi à la crise du Covid, au télétravail, etc. Ça n'a pas facilité les choses, ça c'est sûr. Et puis il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, comme je le dis souvent, on a plein de facilités. On prend la voiture pour faire quelques centaines de mètres, on a des ascenseurs partout, etc. On prend rarement les escaliers, ou, etc. Enfin, ouais, il y en a plein de facilités, des escalators, etc. Donc on voit qu'effectivement, ça n'entraîne pas ça n'entraîne pas effectivement l'activité physique. Puis après, ben, il y a le stress. Il y a le stress, effectivement, hein, peut-être dû aussi à l'actualité, à tout l'environnement qu'on subit aujourd'hui. Hein, donc là aussi, il faut trouver des palliatifs. Le manque de sommeil, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil hein, que j'ai en consultation. Donc pour tout un tas de raisons, on va le voir, et souvent dû en particulier à une mauvaise alimentation. Et puis la pollution des grandes villes également, des villes comme Genève, Lyon, Marseille, Paris, etc. Enfin, toutes les grandes villes en général sont polluées, qu'on le veuille ou non, hein, en particulier dû à la circulation routière. Et puis le résultat, en tout cas en France, voilà le résultat, le constat qu'on peut tous faire, qui est un peu triste. Hein. 5% de chimiothérapie en plus chaque année. En 10 ans, on a multiplié par deux le surpoids, le diabète, les maladies auto-immunes, les pathologies cardiaques, les maladies neurodégénératives et puis l'explosion de pathologies également psychiatriques. Donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est quand même pas terrible le résultat. Donc, il faut faire quelque chose. Ça veut dire qu'on ne fait pas assez suffisamment de prévention. D'accord, puisque là, on fait le constat de la pathologie, de la maladie. Et donc, l'idée, c'est de faire un maximum de prévention justement pour éviter ce type de situation. Et je le répète, de plus en plus jeune. Hein, c'est ça qui est terrible. Avant, certaines pathologies, on les découvrait quand on avait 70 et plus et 80. Aujourd'hui, dès qu'on arrive à 40, 50 ans, on commence à avoir parfois des gros problèmes de santé. Donc, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose à faire, quoi. Il ne faut pas rester comme ça. Alors, la nutrithérapie, c'est quoi? Alors, point de vue scientifique, on admet aujourd'hui que 80% de nos pathologies viennent de notre alimentation, donc il faut se pencher dessus. Alors tout d'abord, quelles sont les différences? Parce que souvent les gens mélangent un peu tout. Je vais d'abord parler de la diététique. Hein, quand vous avez affaire à un diététicien ou une diététicienne, en général, ça fonctionne pas très longtemps. On ne s'inscrit pas dans la durée, car souvent il y a des effets yo-yo par le fait que nous sommes dans le privatif, on compte des calories en général, et on rencontre souvent des diététiciens maintenant, en particulier dans les milieux hospitaliers. Moi, j'ai eu récemment
ma maman, avant qu'elle nous quitte, qui a été hospitalisée assez souvent. J'ai eu récemment mon papa, qui va mieux maintenant, mais qui lui aussi a eu des hospitalisations, et j'ai rencontré des diététiciens. Mais on voit qu'on est toujours dans, on compte les calories, on est dans le privatif. Donc ça dure pas très longtemps. La raison est simple, c'est qu'on a un rapport très affectif, très reptilien, je dirais, avec l'alimentation, de par notre éducation, la famille, etc., le milieu dans lequel on a évolué. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle ça ne dure pas très longtemps. En général, les diététiciens et les diététiciennes ne sont pas médecins. Les nutritionnistes, eux, sont souvent médecins. Ils ont fait les études pour, mais là aussi, quand on a affaire à des médecins nutritionnistes, de par leur parcours, tout simplement, hein, c'est pas de leur faute, c'est que dans leur parcours universitaire, souvent, ils sont assez limités. C'est pour ça que je dis que c'est très généraliste, hein. On parle de calories, on parle de glucides, de lipides, de protéines, éventuellement de carences en fer, etc. Mais ça ne va pas tellement plus loin, je dirais. D'accord? Et puis après, il y a la nutrithérapie, les nutrithérapeutes, où là, effectivement, on fait des études beaucoup plus poussées sur l'alimentation, hein, où là, on fait un véritable 360 degrés, hein, je dirais, au niveau alimentaire, avec des conseils qui ne sont pas négatifs, hein, mais plutôt des exemples. C'est-à-dire on dit plutôt aux personnes, on ne dit pas il faut vous priver ou ne manger plus tel ou tel aliment, mais on dit plutôt à la personne prenez plutôt du thé vert plutôt que du café, c'est meilleur pour la santé. Prenez plutôt de l'huile de colza ou de l'huile d'olive plutôt que de l'huile de maïs ou de tournesol, qui est pas bon, qui est pro-inflammatoire. Mangez plutôt du chocolat noir de temps en temps, un carreau de chocolat noir plutôt que de manger un gâteau, hein, qui est bourré de cochonneries. Mangez plus souvent du poisson, hein, ou des œufs plutôt que de la viande rouge, etc., etc. C'est-à-dire qu'on on réoriente les gens sur une alimentation qu'ils vont aimer, mais qui est beaucoup moins délétère que certaines. Donc ça, c'est un point très très important en nutrithérapie. On n'interdit rien, on va plutôt guider les gens vers les bons aliments. D'accord? Puisque je dis souvent, les bons aliments chassent les mauvais. Donc on est toujours dans le positif, hein, en positive. Et on peut faire aussi en nutrithérapie, on fait souvent des diagnostics des carences, mais également des surcharges, hein, puisqu'on peut être aussi en surcharge de certains aliments. Hein, on peut être en surcharge de fer, par exemple, hein, donc ça peut arriver. On peut être en carence de magnésium, c'est très connu. La plupart des gens sont en carence de magnésium, puisque l'alimentation va nous apporter à peu près 120-150 mg de magnésium par jour, alors qu'il en faut 400 pour bien fonctionner, vous le savez. Le stress va faire surconsommer le magnésium, donc on est souvent en carence. Le zinc, qui est très important pour le renouvellement cellulaire, les défenses immunitaires, la cicatrisation, etc., etc. Là aussi, pratiquement 50 à 60% des Français sont en carence. Le sélénium, qui est très important, en particulier pour les hormones, hein, pour la thyroïde, entre autres, hein, pour transformer la T4 en T3, comme puissant antioxydant aussi. Et puis le sélénium, c'est un des principaux chélateurs des métaux lourds. Donc, comme beaucoup de gens ont des métaux lourds, hein, je rencontre pas mal de gens qui ont du plomb, qui ont de l'arsenic, qui ont du mercure, qui ont du cadmium, etc. Ici, dans notre région, dans la vallée de l'Arve, on a beaucoup de gens qui ont du cadmium, dû certainement à la circulation routière sur le Mont Blanc ou le décolletage dans la vallée de l'Arve. Donc, ça peut expliquer effectivement. On est souvent en carence de iode parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le poisson ou qui ne sont pas au bord de la mer. Les oméga 3, pratiquement tout le monde est en carence, parce que la grande majorité de notre alimentation, ce sont des oméga 6 qui, eux, sont pro-inflammatoires. Or, on n'assure pas toujours l'équilibre. Bon, nous, avec Nutrilite, forcément, ça va beaucoup mieux, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. Hein. Moi, quand j'ai les gens en consultation, la plupart des gens ne prennent pas d'oméga 3. Hein. Ils en prennent une fois que je les ai rencontrés, mais avant, ils se nourrissent normalement et c'est souvent des oméga 6 qui sont pro-inflammatoires, ce qui entraîne souvent des inflammations chroniques. La vitamine D, pratiquement tout le monde est en carence, en particulier en ce moment. Puis là, on est gâté cette année avec toute la pluie qui tombe. Là, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les bons niveaux de vitamine D. Hein. La vitamine D, si vous faites des analyses sanguines, demandez à votre médecin. Si vous faites des analyses, il faut que vous soyez au minimum au-dessus de 30, mais l'idéal, c'est d'être entre 50 et 70 nanogrammes. D'accord? Si vous voulez les bonnes doses. La vitamine E, on est pratiquement tous en carence parce qu'il n'y a pas beaucoup
de sources de vitamine E dans l'alimentation. La vitamine E, en moyenne, le français va avoir 4 à 5 milligrammes de vitamine E. Il en faut 100 pour bien fonctionner, la vitamine E. Donc vous imaginez l'écart entre 4 à 5 milligrammes et 100 milligrammes, sachant que la vitamine E est un des principaux antioxydants contre l'oxydation des lipides, l'oxydation du LDL, entre autres, du mauvais cholestérol. Donc, avec trois niveaux de posologie, ça c'est important également. C'est vrai que, parce que là, on me pose beaucoup de questions sur le sujet. Pensez toujours à ce qu'il y a toujours des doses standards. Doses standards, souvent, c'est ce qu'on appelle les apports journaliers recommandés. D'accord? Ça, c'est la dose pour les gens qui ont vraiment aucun problème. Après, il y a les doses de correction, parce que quand on fait des analyses un peu poussées ou des tests, on s'aperçoit que les gens sont en carence de tel ou tel produit, tel ou tel nutriment. Donc là, il faut corriger, d'accord? Il faut apporter une dose de correction, donc les doses sont plus importantes. Et puis après, il y a la dose, je dirais, pour la pathologie, la pharmacologique, c'est-à-dire que l'aliment, le nutriment, la vitamine, le minéral, eh bien, peut devenir effectivement, à ces doses-là, peut devenir comme un médicament. Hein. Donc ça, c'est un point important à souligner. Donc notez bien qu'il y a 3 niveaux de dose. Hein. C'est pas parce que vous allez lire, par exemple, les oméga 3, si vous prenez la boîte d'oméga 3, la nouvelle boîte d'oméga 3, je crois que c'est marqué 1 à 2 par jour, 1 par jour, je crois. Bon. C'est sûr que si vous en prenez un par jour, si vous n'avez aucun problème, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez une pathologie, un par jour, ça va pas être suffisant. D'accord. Donc tout ça, c'est important de rencontrer un thérapeute, un spécialiste qui va pouvoir vous guider effectivement au niveau des dosages. Donc, utilisez l'aliment comme complément, mais comme médicament. Sachant que parfois, le médicament est aussi indispensable, hein, bien sûr. Hein. On a des médicaments, on est bien content de les avoir. Hein. Quand il y a des chimiothérapies ou quand il y a des gens qui sont touchés par le VIH, le sida, quand il y a des myopathies, etc., voilà, et ben les médicaments sont nécessaires, bien sûr. Hein, donc, il ne s'agit pas de critiquer les médicaments, mais il s'agit simplement de dire que quand on parle de compléments alimentaires ou d'alimentation, de fruits, de légumes, etc., eh bien, quand on conseille aux gens de manger tel aliment plutôt que tel autre, etc., je sais pas, par exemple, je pense au curcuma, qui est un anti-inflammatoire extraordinaire, ou le gingembre, ou des choses comme ça, eh bien, effectivement, il faut y penser, il faut penser aux doses, bien sûr. Alors, Hippocrate l'a dit depuis très longtemps, hein, le fameux médecin philosophe grec, que ton alimentation soit ton médicament. Bon, ben voilà, ça veut tout dire. Hein. Vous voyez qu'on n'a rien inventé aujourd'hui. Hein. Il en parlait déjà il y a plusieurs siècles. Hein. Donc, chacune des substances apportées par l'alimentation à l'homme agit sur son organisme et le modifie d'une façon ou d'une autre. Et c'est sa vie entière qui repose sur ces changements. Il disait déjà ça à l'époque. D'accord. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, ça me paraît très, très important, hein, de suivre les conseils d'Hippocrate. Alors, en vieillissant, il se passe quelque chose, c'est que d'abord, je vais prendre quelques exemples, comme le vieillissement du tube digestif. Alors, parlons-en. D'abord, ça commence par la bouche. C'est-à-dire que la partie qui vieillit le plus mal, c'est les dents, on le sait. Hein, souvent, on a des problèmes dentaires, avec ses conséquences, bien sûr, sur le choix de ses aliments. C'est-à-dire que quand on commence à avoir des problèmes dentaires et qui sont mal soignés, ou qu'on a pas mal de caries, des choses comme ça, ou qu'on perd nos dents, ou qu'on se retrouve avec des dentiers, etc., là, souvent, effectivement, l'alimentation n'est plus forcément adéquate. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'on se met à manger trop cuit, tout ce qui est dur, ben, on l'évite, la viande, par exemple, on évite, etc., etc. Tout ce qui est difficile à croquer ou à mâcher, etc., les gens souvent évitent de manger. Et ce qui crée aussi souvent des carences. Avec le vieillissement, il y a aussi la perte du goût, de l'odorat. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que je prends quelques exemples. Le salé, donc on trouve les plats fades, on mange moins parce que c'est fade, alors on n'a pas de goût à manger. Ou alors trop sucré. Hein, souvent, en vieillissant, on ressent plus le sucre. Alors les gens se mettent à manger sucré, ce qui n'est pas bon non plus. Trop sucré, bien sûr. Même si du sucre, c'est important, ben, il n'en faut pas trop, hein, vous le savez. Et puis après, il y a aussi, après l'ésophage, il y a l'estomac qui ralentit. Souvent, en vieillissant, on a la digestion qui ralentit, hein, sa vidange est plus lente. Donc, comme la vidange est plus lente de l'estomac, il y a un effet de satiété qui fait un peu précoce, qui fait que les gens mangent moins également. Et puis, il y a aussi la baisse de la pepsine, hein, cette enzyme des sucs gastriques qu'on perd aussi en vieillissant.
C'est une des raisons pour laquelle, effectivement, on digère moins bien également les protéines, etc. Bon. Puis après, dans l'intestin grêle, ben, il n'y a pas d'altération particulière, puisque je dirais que l'énergie, il faut savoir que nos intestins, c'est pratiquement ceux qui profitent au maximum des mitochondries, hein, de l'énergie de nos mitochondries, euh, absorbe bien les graisses, les glucides, etc. L'absorption de la vitamine D, par contre, elle diminue en vieillissant. Et puis, il y a diminution également de certaines enzymes. J'ai parlé de la pepsine, mais on pourrait parler de la lactase, par exemple, pour tout ce qui est laitage. Hein, on n'a plus les enzymes, arrivé à un certain stade, on n'a plus les enzymes nécessaires pour digérer correctement les laitages, et en particulier tout ce qui vient de la vache. On en parlera tout à l'heure. Ensuite s'ajoutent les problèmes de microbiote, et Dieu sait qu'il y en a. Hein. Je rencontre plein de gens qui ont des problèmes de microbiote, de SIBO, de dysbiose, de maladie de Crohn, de Helicobacter pylori, de porosité intestinale. Enfin bon, les problèmes liés à la flore intestinale ne manquent pas. Beaucoup de gens ont des soucis là-dessus, ou des intestins irritables, etc., etc. Donc on voit bien que là aussi, c'est pas une fatalité, c'est pas un hasard, c'est souvent dû, si on corrige l'alimentation, hein, c'est pour ça qu'en nutrithérapie, on travaille beaucoup aussi là-dessus, eh bien, si on corrige l'alimentation, alors pas en 24 heures, pas en claquant des doigts, mais au bout d'un certain temps, de quelques semaines, voire de quelques mois, eh bien, même des maladies très graves comme la maladie de Crohn ou autre, on peut vraiment agir dessus à partir du moment où on change complètement son alimentation. D'accord. Et puis après, il y a le rectum qui grossit aussi un peu avec parfois un peu plus de sujets liés à la constipation. Autre problème du vieillissement, la sarcopénie, on en parle souvent. La sarcopénie, donc les muscles, on perd nos muscles en vieillissant. Hein. Donc là aussi, on voit bien que l'alimentation, il va falloir y faire très attention parce que pourquoi souvent on perd du muscle? Bah, d'une part par manque d'activité physique, mais aussi dû directement par l'alimentation, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que comme je me nourris moins bien, je mange moins de protéines, etc., bien forcément, les muscles sont touchés. C'est une des premières choses qui sont touchées. D'accord. Donc, on voit bien que l'apport en protéines est très importante, en particulier pour éviter cette sarcopénie, puisque vous savez que souvent, elle est liée aux chutes. Hein. Au bout d'un moment, les gens perdent l'équilibre, etc., n'ont plus de force. Et c'est souvent comme ça que ça se termine mal par des ruptures de col du fémur ou autres, avec des hospitalisations derrière, ce qui n'arrange rien. Bon. Le vieillissement du tube digestif, j'en ai parlé, je ne reviens pas là-dessus. Après, les études des centenaires. Alors, quels sont les points communs? Alors souvent, première chose, si je prends par exemple des gens comme Jeanne Calment, etc., bah, souvent ils ne sont pas épargnés par la vie. Donc ils ont eu des chocs émotionnels comme beaucoup de gens, et en particulier les centenaires d'aujourd'hui, ce sont souvent des gens qui ont vécu les guerres. Hein. Donc vous imaginez bien que pendant la guerre, ils n'ont pas dû vivre des choses très sympas. Donc ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. C'est plutôt l'alimentation. En général, quand on fait des études là-dessus, ils ont une alimentation qui est peu grasse, peu sucrée. Hein, on peut vérifier les zones bleues qui sont sur la planète. Hein. Si vous regardez bien les zones bleues, ce sont les zones, les pays, les continents où se trouvent les plus grands, le plus grand nombre de centenaires. Et on s'aperçoit que souvent, ils ont une alimentation quand même relativement saine. Hein. Beaucoup d'algues, d'oméga 3, d'huile d'olive, etc. Donc, vous voyez, plutôt régime méditerranéen ou régime d'Okinawa. Enfin, vous voyez, des régimes qui font que on a une alimentation relativement saine. Hein, ça, c'est un point très, très important. Puis après, il y a la capacité de résilience aussi. Les gens souvent sont plutôt positifs. Le moral, il fait beaucoup, hein, bien sûr, hein, pour vivre bien longtemps, d'accord. Donc très important, bien sûr, le mental. Hein. Et puis souvent, ce sont des gens qui s'intéressent aux autres, hein, qui ont une activité physique, donc ça aussi, c'est important. Vous voyez que bouger, c'est très important. Alors, j'ai mis un petit rappel sur l'IMC, hein, sur l'indice de masse corporelle. Voilà, vous prenez votre poids, vous le divisez par la taille au carré, ça vous donne votre indice de masse corporelle. Vous voyez qu'en dessous de 20, vous êtes en dénutrition. Si vous êtes entre 21 et 24, vous êtes plutôt normal. Entre 25 à 30, vous êtes plutôt en surpoids. Et au-dessus de 31, vous êtes en obésité. Ouais, ça vous donne un peu une idée par rapport à votre taille et votre poids, où vous vous situez. D'ailleurs, il existe, si vous allez sur Internet, il existe des tableaux où on voit même les différentes couleurs. Ça vous permet de voir tout de suite si les efforts que vous devriez faire par rapport à votre taille. Alors, pour bien vieillir, alors, qu'est-ce qu'il faut? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut manger? Alors, d'abord, ça, c'est pas un scoop. Sur tous les continents, les gens qui vieillissent bien mangent beaucoup de fruits et légumes bio, si possible.
bien sûr. Pourquoi bio? Je reviens toujours sur les fameux pesticides. Aujourd'hui, il faut savoir que on en parle pratiquement tous les jours à la télé, hein. Si vous regardez parfois l'actualité, souvent les pesticides reviennent au devant de la scène, hein. Donc, on voit bien que beaucoup de notre alimentation en fruits et légumes, si c'est pas du bio, c'est souvent chargé en pesticides. Or, les pesticides sont des gros perturbateurs endocriniens, hein, et effectivement, c'est une des sources principales en cancérologie, hein. Donc, faites très importante, faites attention, bien sûr, à ce que vous mangez. Les consommer frais, bien sûr, c'est fruits et légumes, frais, de saison, en circuit court, puisque ils sont riches en antioxydants, ils sont riches en vitamine C, en E, en zinc, sélénium, coenzyme Q10, polyphénol, tout ça c'est important. Apporter de la couleur, ça c'est important. Plus c'est varié en couleur, mieux c'est. D'accord. On connaît avec le double X, on connaît hein, la ramification des différentes couleurs, le blanc pour le squelette, l'ADN, le vert, le jaune orangé pour les yeux, le rouge pour le cardiaque, le cœur, le violet pour le cerveau, etc., avec le resveratrol. Donc tout ça, vous le connaissez par cœur, en principe. Et donc ça, c'est un point très important. On évite de peler aussi. Hein, si c'est du bio, vous n'avez pas besoin de peler, vous nettoyez bien. Et puis, bien sûr, il ne faut pas avaler la terre, hein, comme il y a l'autre, mais vous nettoyez bien et à partir de là, vous avez effectivement beaucoup de vitamines et de minéraux également sous la peau, hein. Donc, pensez-y. Cuisson à la vapeur, c'est l'idéal. Alors, soit cru, soit à la vapeur. D'accord. Évitez les hautes températures, les grillés, les fours, les cocottes minutes, les micro-ondes, etc. Tout ça, il faut éviter au maximum. D'accord. Et puis, évitez aussi de laisser tremper longtemps, parce que si vous laissez tremper longtemps vos légumes, eh bien, ils vont perdre aussi en vitamines. Après, il y a la vertu de l'ail qui est très importante. Là, il y a un effet protecteur au niveau cardiaque, parasitaire, il est antibiotique naturel, etc. Pensez-y, c'est important. Là, tout à l'heure, j'ai eu une amie EIA sa fille part en Éthiopie. Alors, comme j'ai vécu 3 ans en Éthiopie, eh ben, elle m'a posé tout un tas de questions et je lui ai fortement conseillé, en plus de prendre par exemple du double X, de prendre de l'ail, bien sûr, en cas, puisque dans certaines régions d'Afrique, il y a beaucoup de parasites également. Après, le bon gras, les oméga 3, bien sûr, l'huile d'olive, colza, petit poisson, tant qu'à faire pour éviter les métaux lourds, vous le savez, donc je ne reviens pas là-dessus. Les laitages, allez plutôt vers la brebis et la chèvre. Vous savez que la vache, c'est pas fait pour nous, hein. Malheureusement, hein, dans nos régions, on ne devrait pas en parler, hein, que ce soit les Suisses ou les Savoyards. On va se faire fusiller, hein. Mais la vache, c'est pas l'idéal au niveau santé, hein. C'est pas l'idéal parce que les hormones de croissance de la vache ne sont pas du tout adaptées à l'être humain, hein, puisque si vous regardez bien un bébé, ça va prendre quelques kilos en un an. Un veau, ça prend 1 kilo tous les jours, quoi, pratiquement. Donc ça, c'est un point très important. On n'est pas du tout armé pour ça. Et puis, je ne parle même pas des antibiotiques, etc., parce qu'aujourd'hui, c'est bourré d'antibiotiques. Alors, le pain aussi, pain complet, bio, riche en fibres, tant qu'à faire, farine ou levain, si vous pouvez, etc. Tout ça, c'est des points importants. Les fruits à coque également, hein, manger des amandes, des noix, des noisettes, une poignée, bien sûr, pas le sac, hein, ça va de soi, mais c'est très riche en vitamines, en minéraux et en fibres. D'accord. Donc là, c'est vraiment des aliments santé. L'eau de qualité, bien sûr, et suffisamment hein, pour une bonne hydratation. Vous savez que notre corps, il est composé à 70-75% d'eau. Donc, on comprend l'importance de l'eau, hein, de l'hydratation du corps, hein, pour la santé. Et puis, il y a aussi le fait de dormir également. Moi, il m'est arrivé de dormir dans des pièces où il faisait très chaud en Afrique. Je peux vous dire qu'on ne dort pas bien, quoi. Et donc, l'idéal, c'est d'avoir une température entre 18 et 20 degrés. Il vaut mieux bien se couvrir et là, on passe une bonne nuit plutôt que d'être dans une pièce où, parce que vous savez qu'on passe beaucoup de temps dans la chambre, hein. C'est un peu comme les ondes électromagnétiques. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, débranchez tout, hein. Là où vous dormez, il ne devrait pas y avoir de téléphone, il ne devrait pas y avoir de télévision, il ne devrait pas y avoir de prise de courant. On devrait tout débrancher pour justement éviter les ondes électromagnétiques et également faire en sorte d'avoir la bonne température pour pouvoir bien récupérer, puisque vous savez que c'est quand même la nuit, hein, qu'on récupère, qu'on répare, etc. Vin rouge plutôt que le blanc et le rosé, d'accord. Le vin rouge parce que il est riche en resveratrol, entre autres, hein, et puis de qualité, bien sûr, hein. Il vaut mieux en boire peu, mais du bon, d'accord, de temps en temps. Et puis, bien sûr, c'est pas la bouteille, c'est un verre de temps en temps, hein, pourquoi pas. Le chocolat noir, important également, aux bonnes doses, hein, c'est pas la plaque de chocolat, bien sûr, vous imaginez bien.
Et puis manger du solide, hein, les protéines, des œufs, de la viande, du poisson, pourquoi pas aussi du quinoa qui est riche aussi en protéines. Donc voilà, c'est important de manger des protéines parce que si on est en carence d'acides aminés, eh bien ça va poser tout un tas de problèmes derrière. Pensez à la filière bleu-blanc-cœur, c'est important cette filière parce que ça veut dire que les animaux ont vécu à l'extérieur, dans les champs, ils ont été nourris souvent aux graines de lin, ils sont riches en oméga 3. Donc là aussi, on évite la filière industrielle pure, on essaie plutôt de manger fermier, etc. Tout ça, c'est important. Alors, résister au coup dur avec les protéines, pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un problème, hein, dans la vie. Donc, on a besoin de protéines par rapport à les protéines et les acides aminés vont intervenir dans tous ces aspects-là. C'est-à-dire, quand il y a de l'inflammation ou de l'oxydation, on a besoin de protéines. Quand il y a des infections, on a besoin de protéines pour se réparer. Quand on a des interventions chirurgicales, hein, des prothèses, des choses comme ça, personne n'est à l'abri. Là aussi, on a besoin de protéines pour se réparer, pour cicatriser, etc. Quand on a des chocs émotionnels, on a besoin de protéines, là aussi, pour passer le cap. Le stress, on en a parlé tout à l'heure, on a besoin de protéines. C'est souvent parce on manque de protéines qu'effectivement, au niveau hormonal, ça tourne pas rond et qu'on a des problèmes de stress. Manque de sommeil, pareil. Manque de protéines souvent, hein, d'acides aminés, je pense en particulier au tryptophane. Défense immunitaire aussi, bien sûr, hein, quand tes défenses immunitaires baissent, eh bien souvent, la cause, c'est souvent l'alimentation. Et là, je pense souvent aux végétariens, végétaliens, les véganes, etc., qui manquent de protéines et qui donc souvent, eh bien, ont des problèmes, soit au niveau de la, mental, dépression, etc., soit au niveau des défenses immunitaires, ils sont fragilisés. D'accord? Donc on voit que tous nos organes, tous nos tissus, os, muscles, etc., ont besoin de protéines. Donc on voit à quel point tout ça, c'est important. Alors, la spirale de la dénutrition, c'est relativement simple, hein, c'est-à-dire que quand j'ai un apport carencé, eh bien, j'ai la création de pathologies et de stress. Ça, c'est le premier stade. Moi, la première chose que je fais quand j'ai les gens en consultation, je fais le tour. Je fais le tour rapidement avec eux de ce qu'ils mangent, comment ils mangent, à quelle heure ils mangent, etc. Ça me permet tout de suite de voir si les gens sont carencés et si la pathologie, si les symptômes qu'ils ont aujourd'hui sont issus d'un problème de carence. D'accord? Ensuite, dénutrition, amaigrissement, parce qu'effectivement, si je me nourris mal, ben forcément, à un moment donné, je vais aussi perdre du poids, d'accord? Et ça entraîne souvent de la fatigue, parce qu'effectivement, il y a tout un tas de choses, l'oxygénation du corps se fait moins bien, etc., hein. Je pense en particulier au manque de fer au niveau de l'hémoglobine, ce qui fait qu'on a un manque d'oxygénation dans toutes nos cellules, ce qui fait que ça entraîne souvent un problème de fatigue ou d'anémie. Les déficits immunitaires, bien sûr, on l'a dit, les infections respiratoires, parce qu'effectivement, à partir du moment où je commence à avoir des carences, eh bien, il y a les premières infections qui tombent, c'est souvent la respiration ou l'urine, hein, les infections urinaires. Après, derrière, il y a souvent des troubles psychiques, je l'ai dit, le moral, on n'a pas le moral, on voit tout en noir, on est dépressif, etc. Souvent, bien, derrière, il y a, comme on a un problème d'amaigrissement, de perte de muscles, etc., ou de vertige, il peut y avoir effectivement des chutes. Qui dit chute? Souvent, on se casse quelque chose, on se retrouve hospitalisé. Quand on est hospitalisé au bout d'un certain temps, alors ça va très très vite, hein, vous êtes hospitalisé une quinzaine de jours, vous perdez presque 10 kilos, hein, 15 jours, hein, ça va très très vite, hein, donc il vaut mieux y aller avec de la réserve, comme dirait l'autre, hein. Et puis souvent derrière, ben, comme on est alité, ben, on risque d'avoir des escarres. Et puis au bout d'un moment, on atteint un état grabataire et puis on disparaît, quoi. Vous voyez, donc c'est quand même pas terrible, hein. Alors je vais pas vous plomber le moral, mais c'est un peu ce qui se passe. Je pense que dans votre entourage, que ce soit familial ou ami, etc., vous avez déjà rencontré cette spirale, d'accord? Donc on voit qu'effectivement, il faut surtout intervenir le plus amont possible pour justement éviter cette spirale. D'accord? Donc ça, c'est un point très très important. Ce n'est pas une fatalité, ça arrive tous les jours. D'accord? Alors bien manger, mais pas que. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'à côté de ça, il y a aussi le style de vie, l'art de vivre, hein, de vie. Avoir une activité physique, je l'ai dit tout à l'heure, marche, vélo, natation, etc., pour stimuler les muscles, le squelette et le système lymphatique. Vous savez que notre système lymphatique ne fonctionne que si on bouge, d'accord? Donc ça, c'est très, très important. Prévenir les chutes et les maladies cardiovasculaires,
bien sûr, hein, ça va de soi. Ensuite, entretenir ses relations sociales, très important, hein, le social, bien sûr. Hein. Se sentir utile, se sentir reconnu, se sentir, oui, tout ça, c'est des aspects très importants, hein, le social. On n'est pas fait pour vivre seul dans son coin, sur une île. Hein. On est là pour partager, d'accord? Et c'est pour ça que le business à moi, c'est l'idéal. Hein. Je dirais qu'il y a pas mieux il y a pas mieux comme activité pour la retraite que d'avoir un business à moi, hein, je peux vous le dire. Hein. Hein, donc ça, c'est très très important. Après, bien sûr, le sport et autres. Une bonne hygiène dentaire, on en a parlé tout à l'heure, avec toutes les conséquences quand on a des problèmes dentaires. Gérer son stress, on l'a dit, je ne reviens pas là-dessus. Le bon sommeil et limiter les polluants comme de l'air, de l'eau, l'environnement. C'est vrai que pour l'air, on a le Sky Atmosphere qu'on peut se procurer en Allemagne. L'eau, on a le filtreur d'eau Spring. Et puis l'environnement à gérer, bien sûr, il faut éviter d'être dans un milieu pollué. Hein, je pense en particulier, peut-être, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais les gens qui travaillent dans le bois, la menuiserie, les gens qui travaillent dans la peinture, avec les solvants pétroliers, etc., ou les cabines de peinture et autres. Voilà, les gens qui travaillent dans le charbon, des gens, enfin, bon, on connaît tous ces problèmes-là, ou dans l'amiante, etc. Il faut éviter, bien sûr, tout ça. Bon. Stop aux idées reçues. Souvent, j'entends ça, j'entends manger moins en vieillissant. Il faut manger moins en vieillissant. Bon, ça, bon, on peut en reparler, mais c'est stupide. Il n'y a pas à manger moins en vieillissant. Je mange normalement. D'accord. Perdre du poids en vieillissant. Bah, pareil, perdre du poids, on a vu tout à l'heure l'indice de masse corporelle. Bah, à partir du moment où vous avez le bon indice par rapport à votre taille, bah, il ne s'agit pas de perdre du poids. Hein, puisque je l'ai dit tout à l'heure, si vous perdez du poids, et que pour une raison quelconque, vous êtes hospitalisé, vous allez en perdre très très vite. Donc, il vaut mieux y aller avec un poids normal. D'accord. Je ne dis pas obèse, mais normal. D'accord. Pas possible de se muscler en vieillissant. C'est une erreur aussi. On peut se muscler en vieillissant. Hein. Moi, je fais de la muscu tous les jours, je fais des pompes, je fais des tas de choses que je peux faire par rapport à mon handicap. Je fais du vélo d'appartement tous les jours, etc. Je fais en sorte de m'entretenir. J'entretiens ma musculature. D'accord. C'est important. Le soir, je suis tout seul, alors je mange plus rien. C'est-à-dire que j'ai pas la, je suis tout seul, alors j'ai pas le courage de faire la cuisine, etc., etc. Alors je mange rien. Il y a des gens qui mangent rien. Bon, bah, c'est pas bon non plus. Même si le repas du soir doit être le plus léger possible, c'est vrai, il faut éviter les protéines animales le soir, en particulier pour la digestion, etc. Et surtout si je me couche tard, hein, ce qui est pas bon, d'accord. Donc ça, très important, effectivement, il faut se faire un repas, il faut manger, d'accord. Ça, c'est important. Les régimes sans sel, sans sucre, sans gras après 75 ans, non. Tout ça, c'est pareil. Si je mange sans sel, sans sucre, sans gras, j'ai plus aucun plaisir à manger. Donc, manger, ça doit être aussi un plaisir. Hein. Donc, alors quand je dis sans sel, le sel, on peut le remplacer. Le sucre, on peut le remplacer. Hein, on peut mettre des épices, on peut mettre des tas de choses, du romarin, de l'ail, des oignons, etc. Enfin, on peut mettre tas de choses du curcuma, du gingembre, du thym, du romarin. On peut mettre des tas de choses qui vont donner du goût et qui nous permettent effectivement de continuer à prendre du plaisir en mangeant. Alors, que modifier en prenant de l'âge? D'abord, boire de l'eau sans attendre la soif. Ça, c'est très important. Parce que malheureusement, souvent, en vieillissant, eh bien, on a tendance à ne pas boire assez. Moi, je vois beaucoup de gens qui ne boivent pas assez. Quand je fais des tests, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas assez. Hein, d'ailleurs, les gens me le disent, mais bah oui, sur mon lieu de travail, c'est pas facile, etc. Bref, hein, ou j'ai pas le réflexe, etc. Ou alors si je bois beaucoup, je vais constamment uriner. Oui. Les gens se trouvent des excuses, mais il faut s'hydrater, c'est très très important. Manger 2 plats par jour avec des protéines, c'est important. D'accord. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, que ce soit les œufs, la viande, le poisson. Nous, on a la protéine végétale avec Nutrilite ou le XS Amino Advantage, etc., avec tous les acides aminés. Donc voilà, très important, pensez-y. Hein, on a aussi ce qu'il faut. Si effectivement vous mangez moins de protéines animales, pensez à prendre votre whole protéine, Nutrilite, qui est vraiment très bien, hein, puisqu'elle a toutes les, hein, vous le savez, elle a tous les acides aminés, dont les 9 essentiels. D'accord. Donc très important. Manger un produit laitier en plus, pourquoi pas, un yaourt fermenté, d'eau brebis ou de chèvre, etc. Éviter la vache, comme je dis encore tout à l'heure. Ajouter une collation aussi, un goûter. En général, c'est le bon moment pour manger des fruits. Hein, je ne sais pas, vers 16 heures par exemple. Hein, manger toujours les fruits hors repas. Hein, éviter de faire comme font beaucoup de gens, manger les fruits en fin de repas. Ce n'est pas bon du tout pour la santé. Parce que le fruit il va avoir une digestion très rapide. Et comme il va être bloqué par les protéines, bah, systématiquement, ça va fermenter. Vous allez ballonner, faire des gaz, etc. C'est pas bon. Donc les fruits, toujours hors repas. Hein, bien avant le repas
bien après. Par exemple, l'idéal, c'est l'après-midi vers 16 heures. Souvent, on est en hypoglycémie vers 16 heures. Ben, on mange un fruit, on mange une prune, on mange une orange, on mange une clémentine, enfin, mangez ce que vous voulez. Hein, ou des fruits rouges, c'est l'idéal aussi. Hein. La grenade aussi est excellente. Mais on peut encore manger, je crois, en ce moment, encore des myrtilles ou des framboises, etc. C'est excellent pour la santé. Puis prendre son temps pour manger, ça aussi c'est important, d'accord? Prendre son temps pour manger, éviter le stress. Hein. Alors bien sûr, je sais que c'est pas facile sur son lieu de travail. Souvent les gens, ils ont 10 minutes, un quart d'heure pour manger. C'est pour ça que quand vous êtes en vacances, prenez le temps. Hein. Ne faites pas comme le jour où vous travaillez, où vous n'avez pas de temps. Prenez le temps, évitez de regarder la télé également, appréciez ce que vous mangez, savourez, etc. Ça, c'est des points très, très importants pour la santé. Bien mâcher, bien mastiquer, d'accord? On en parle assez souvent au niveau digestif. Ouvrir l'appétit en sortant aussi, hein, si on va, je sais pas, balader les petits-enfants ou alors faire ses courses, hein, je sais pas, une demi-heure, une heure avant de manger, ben, ça met en appétit de voir aussi les aliments, d'aller sur les étals des marchés, etc. Ben, quand on rentre, ça nous a mis en appétit, quoi, d'accord? Faire la cuisine aussi, hein, ça peut aider aussi à manger correctement. Hein, faire la cuisine, je sais qu'il y a de nombreux distributeurs qui cuisinent. Ben, faites-le, continuez, tant mieux, et puis transmettez votre plaisir et votre savoir-faire. Et puis l'environnement agréable, hein, partager la convivialité, ça aussi c'est très très important au niveau santé. D'accord. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Bon, il n'y a rien d'exhaustif, bien sûr, mais ça vous donne quand même quelques pistes, les points les plus importants. Hein, voilà. La nutrithérapie, c'est. Croyez vraiment à ce que l'alimentation, votre alimentation, va faire toute la différence au niveau santé. La maladie, aussi grave soit-elle, c'est pas une fatalité. C'est souvent l'accumulation d'erreurs, et ça, et pas en 24 heures, souvent sur plusieurs années. Vous savez, on dit souvent, les bonnes habitudes capitalisent dans le temps les bons résultats. Les mauvaises habitudes capitalisent dans le temps les mauvais résultats. Et donc, et vous savez qu'on dit souvent dans un mouet, la situation qu'on a aujourd'hui, c'est la résultante des décisions qu'on a prises il y a 4 5 ans en arrière. Eh bien, faites en sorte que dans les 4 5 ans qui viennent, eh bien, les décisions que vous prenez aujourd'hui soient les meilleures. Voilà, merci. Ouais, Merci de votre attention. Je repasse la merci. parole à Ariel. Claude, arrêter le partage. Ouais, ça y Voilà. est. Comme ça, voilà. Et puis, donc, merci. Tu as brossé un tableau sur les potentiels de la nutrithérapie, les causes des problèmes, la prévention. Et puis, après, si on est déjà dans le problème, euh, là, il faut adapter la posologie, on va dire. Voilà. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, Tout à fait. Puis voyez un thérapeute aussi, c'est important. On ne sait jamais, quoi. Faut pas non plus. exactement, exactement. On a besoin de se faire conseiller, hein, souvent. Et effectivement, pour ceux qui sont impliqués avec nous dans l'entreprise, on a vraiment une qualité exceptionnelle, on peut dire, de suppléments de vitamines, minéraux, phytonutriments, protéines. C'est une qualité non égalée, je pense, dans le monde. Oui, tout à fait. Ouais. On a cette chance. Moi, personnellement, j'ai pu visiter Nutrilite. Je peux vous dire qu'effectivement, moi, quand je suis revenu de là-bas, j'étais vraiment très, très fier de tout ce que j'avais vu, entendu. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. C'est vraiment, c'est toujours les bons dosages, ça travaille en synergie, c'est gastro-résistant. Voilà, on a vraiment d'excellents produits. En plus, effectivement, le fait que, en amont, faites en sorte de manger correctement, quoi. Alors, attention, la notion plaisir, hein, quand on est invité, je l'ai encore dit il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai été invité à manger une fondue, j'y suis allé. Hein. J'ai pas dit à la personne, non, je mange pas de ta fondue. Vous voyez ce que je veux Ah, dire? Hein, mais voilà, je sais que quand je mange une fondue, je dérape. Donc, habituellement, je mange pas de fondue, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, après, voilà, ce sont les habitudes qui sont importantes. D'ailleurs, en consultation, quand je pose des questions, je dis bien aux gens, par habitude, qu'est-ce que vous mangez le matin au petit déjeuner? Par habitude, qu'est-ce que vous mangez à midi? Et ainsi de suite. Je dis pas aux gens, hier, vous aviez une fête de famille, je vous interdis de manger du gâteau ou je vous interdis de manger du dessert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est ouais. important. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, et puis j'espère que vous avez apprécié
cette explication, elle est enregistrée, donc elle sera envoyée à certaines personnes, peut-être pas à tout le monde, mais vous pourrez par votre hotline, si vous voulez revoir ça, ou le partager avec quelqu'un que vous connaissez qui aurait besoin de ce genre d'informations. Voilà, bonne soirée à tous. Et puis encore, merci, cher ami Claude. Je vous en Merci, prie. Claude. Hein, Je vous allez, en prie, vous les pouvez amis. mettre vos Excellent. micros, vous pouvez mettre vos micros pour dire si vous avez apprécié. Hein, vous pouvez activer vos micros si vous voulez. Au Moi, revoir. Merci. j'aurais une petite question. Oui, Vous parliez des laits, notamment brebis et chèvres. Donc, qu'en est-il des laits végétaux? Avoine, oui, amande. oui. Ben, disons que c'est moins riche du lait de brebis ou de chèvre, mais bon, oui, il m'arrive par exemple moi de faire par exemple des crêpes au lait d'amande, oui, Mhm. parce que c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus digestif, oui. Donc, Et, bien et sûr, fromage. Pardon. ouais, bien sûr, les laits végétaux, il y a des laits végétaux qui sont très très bien, oui, bien sûr. Et les fromages? Ben, les fromages, c'est pareil. Les fromages, moi, en général, le fromage de vache, j'en mange vraiment de moins en moins, quoi, hein. Ok. Maintenant, je mange surtout de la brebis et de la chèvre, Oui, qui est excellent, hein. Alors, souvent, les oui, gens me oui. disent, ah, j'aime pas la chèvre, etc. Bon, là aussi, c'est une question d'habitude, hein. Vous voyez, Ok. tout à l'heure, j'ai mangé de la tome de chèvre. Mhm. Bah, je me suis régalé, hein. Voilà, donc, Bon. Ok. Oh, merci. Ok, je vous ok. en prie. On n'a pas vraiment le temps pour les questions, mais voilà, tout le monde a dû apprécier. Vous avez acquis de la connaissance que vous pourrez utiliser avec certaines personnes. Ça vous donnera une certaine autorité parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'information qu'on a eue, enfin, les éléments qu'on a eus aujourd'hui, qui sont quand même du bon sens, mais voilà, il faut se le rappeler. Merci Claude. Je vous en prie, Et les amis. puis, Merci à bonne tous. soirée à tout le monde. Merci Claude. Merci. Bonne Bonne fin Bonne de soirée soirée. à soirée. tous. Au Merci, les revoir. amis. Bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci à tous. Bye Merci bye. Claude, toujours de bonnes informations. Et merci. Merci.